en 10 minutes, l'IA apprend autant qu'un médecin apprendra dans toute sa carrière. Donc en fait, elle est capable de donner des facteurs très précis et très objectifs qui auront derrière un impact fondamental pour le traitement derrière. Et dans ce nouvel épisode un petit peu particulier, on accueille aujourd'hui Fanny Sauquel. On va parler, Fanny, ensemble de médecine, d'intelligence artificielle, mais avant ça, est-ce que tu peux d'abord commencer par me parler de toi, me parler de ton parcours et qu'est-ce qui fait qu'on est aujourd'hui à parler ensemble d'entrepreneuriat ? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et puis de parler un petit peu médecine avec toi. Je m'appelle Fanny, j'ai 42 ans, je suis originaire des Hauts-de-France, là où j'habite encore aujourd'hui. Et pour te donner quelques mots sur mon parcours, donc j'ai un parcours relativement classique, j'ai fait des classes préparatoires, j'ai fait une business school et ensuite j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le conseil. Avant de travailler dans le conseil, je me suis un petit peu cherchée. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi, mon grand rêve quand j'étais petite, c'était d'être journaliste et mes rôles modèles, c'était Christine Ockrent, c'était Anne Sinclair, c'était Claire Chazal surtout, que j'adorais et je voulais vraiment faire du journalisme. Voilà, j'ai d'ailleurs travaillé un petit peu dans un journal, j'ai même eu un petit diplôme en broadcast journalism. Voilà, ensuite j'ai fait une business school, j'ai travaillé un petit peu dans la pub et finalement donc je me suis retrouvée dans le conseil où j'ai travaillé pendant près d'une dizaine d'années dans pas mal de structures. Ce qui m'a vraiment plu dans ce domaine du conseil, c'est de pouvoir travailler sur des projets à part entière, sur des gros budgets, gérer des hommes, gérer des énormes projets composés de plusieurs composantes qu'il fallait mettre en œuvre vraiment comme une grosse horlogerie. Et j'en retire encore les bénéfices aujourd'hui de cette structuration, de cette façon de penser systématique, industrielle presque. Et voilà, c'est ce qui me permet aujourd'hui de mener la start-up à bien. Ok, donc rien qui te prédestinait a priori à fonder une société dans la médecine, que tu as cofondée avec ta sœur, si je me trompe pas. Exactement. Qui elle a plutôt ce cursus peut-être orienté médecine. Alors t'es assez humble, hein, parce que tu nous as pas précisé que tu étais board member de la French Tech Grand Paris, que tu es également une des 40 femmes Forbes 2023. Donc un background, comme je le disais, qui est pas forcément qui prédestine pas à une société ou une évolution dans la médecine. Qu'est-ce qui t'amène justement, comment est-ce qu'on passe du consulting, de la gestion de ressources humaines sur des projets à taille quand même assez énorme versus partir from scratch avec sa sœur voilà, sur des thématiques très médecine, intelligence artificielle, tacler un sujet de société qui prend de plus en plus d'ampleur, le cancer. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? Alors déjà, j'ai toujours baigné dans un environnement familial qui était très proche de la médecine. Ma mère est pharmacienne, ma sœur est médecin. Il y a eu beaucoup de médecins dans la famille. Et donc, c'est quelque chose qui m'était pas inconnu non plus. Ensuite, tu as dit qu'on avait cofondé la start-up avec ma sœur. C'est vrai, on l'a aussi cofondé avec notre cousin Stéphane, qu'on oublie souvent dans l'équation, le pauvre. Pauvre cousin, ouais, désolé Stéphane. On l'a cofondé à 3. On est vraiment 3 cofondateurs et on a chacun des rôles qui sont complémentaires dans la start-up. Stéphane apporte le côté technique puisque voilà, c'est quelque chose qui maîtrise particulièrement l'intelligence artificielle. Marie apporte le côté médical évidemment puisqu'elle est médecin à Napat et moi j'apporte le côté business. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important de signaler. Donc on a cofondé la start-up en famille, on l'a aussi cofondé un petit peu sur le tard puisque quand je l'ai cofondé, c'était il y a 6 ans. J'avais déjà 37 ans. Stéphane et Marie avaient à peu près le même âge aussi. Donc c'est pas une start-up qu'on monte directement à la sortie d'école non plus. Ça a été un choix qui a été réfléchi et on peut dire qu'il y a eu un déclic à un moment donné, mais je pense que quand même il y a eu une conjonction de facteurs qui nous ont amenés tous les 3 à travailler dans ce domaine, des choses qui nous sont propres à chacun et aussi tout un momentum, je vais y revenir juste après, dans le domaine de la médecine et dans le domaine de l'IA. Pour ce qui est vraiment du déclic, si on voulait vraiment dire le moment où on a décidé de fonder Prima, c'était juste un dîner de famille. On discutait politique, je m'en rappelle d'ailleurs très très bien. Et à un moment donné, on parle chacun de nos métiers. Moi, côté business, je commence à raconter l'émergence de l'IA dans les projets bancaires dans lesquels je travaillais. On implémentait l'IA pour faire du CRM, donc c'est vraiment la version très basique. Mais c'était des thématiques qui m'intéressaient énormément et je commençais vraiment à beaucoup me documenter sur l'IA. Marie racontait les problématiques qu'elle a rencontrées dans son
métier d'anapathe. Et Stéphane, justement, était en train de terminer un projet de recherche à Montréal et disait un petit peu ce qu'il avait réussi à implémenter dans le domaine de la neurologie avec de l'IA aussi. Et donc, tous les trois, on a discuté et puis Marie nous a vraiment expliqué les problématiques et on s'est tous dit qu'on pouvait éventuellement monter une start-up dans ce domaine. Et voilà, très rapidement, après, on a fait un premier POC qu'on est allé présenter dans des hôpitaux et on a tous les trois décidé de quitter nos jobs. Moi, plus personnellement, ça faisait un moment que j'avais envie de lancer ma boîte. J'ai toujours eu ça chevillé un peu au corps, l'envie de créer ma propre structure. En étant dans le conseil, j'ai pu traverser des grandes boîtes, des boîtes plus petites, me faire racheter, etc. J'arrivais à un moment de ma carrière où notre petit cabinet venait de se faire racheter par un très grand. Et voilà, j'avais pour ma part l'envie de revenir à des choses qui étaient un peu plus petites. Et j'avais envie vraiment exactement me frotter aussi à l'univers des startups. C'était vraiment l'âge d'or des startups qui est un petit peu passé d'ailleurs, on pourra peut-être en reparler. Il y a 5-10 ans, c'était vraiment l'âge où tout le monde avait envie de créer sa startup, etc. Et j'avais envie de le faire aussi. Il y a eu des choses aussi très personnelles. Il y a eu un décès dans la famille relatif à du cancer qui m'a beaucoup interrogée sur la façon dont on prenait en charge la maladie. Voilà, j'avais gardé ça un petit peu en mémoire aussi. Et puis, il y avait vraiment aussi ce momentum. Alors là, on parle vraiment d'autre chose, vraiment d'un aspect conjoncturel qui est assez unique dans l'histoire de la médecine aujourd'hui. C'est toute la progression des techniques de digitalisation. Aujourd'hui, on arrive à avoir énormément d'informations sur les connaissances médicales de chacun. On mesure beaucoup de choses. Moi, par exemple, j'ai une montre au poignet, j'ai eu un capteur de glucose. Toutes les IRM, toutes les images, les analyses, les scans, etc. On a beaucoup de data qui peuvent être traitées. Et en parallèle, on a l'émergence de l'intelligence artificielle qui est liée à toute la progression des puissances de calcul, donc qu'on mesure par les GPU. Et en fait, cette conjonction de facteurs a fait en sorte qu'aujourd'hui, dans la médecine, on arrive à un âge d'or ou un âge révolutionnaire où vraiment on peut faire énormément de choses et c'est ce qui est vraiment fascinant aujourd'hui et on est super content d'être à la pointe de la recherche technologique en France aujourd'hui grâce à Prima. Oui, à l'instar de votre société où vous avez 3 profils très complémentaires, tu le dis, la médecine arrive à un stade où se croise une énorme quantité de données ou une énorme capacité à en collecter via des objets connectés comme tu l'as dit, des puissances de calcul ou en tout cas une accessibilité à ces machines, à ce matériel pour effectuer de la puissance de calcul et puis cette intelligence artificielle qu'on arrive à entraîner pour après avoir collecté de la data, de l'analyser et puis d'en sortir un premier jet d'analyse ou en tout cas un premier filtrat de quelque chose qui nous permet de créer et de commencer une analyse. Peut-être de voir ça en entonnoir. Et puis aussi d'enlever peut-être aussi le facteur humain des fois. Alors on essaye absolument de pas l'enlever quand on parle d'IA. Pour autant, traiter la donnée la plus factuellement possible en enlevant le côté peut-être émotion ou pseudo pré-analyse ou orientation de ce que veut dire la donnée, on le retire avec l'intelligence artificielle qui va se baser sur des patterns finalement. Enfin après je suis pas l'expert, c'est plutôt du coup Stéphane, mais voilà des schémas qui se reproduisent et qui permettent du coup peut-être de détecter des signaux faibles dans l'arrivée d'une maladie, dans l'arrivée d'un symptôme. Tu nous as parlé de comment vous avez fondé la société, donc on voit qu'il y a une grosse partie d'histoire et aussi de vécu. On sent également souvent, je pense qu'entre amis, on se le dit des fois, on devrait monter une boîte pour ça. Vous l'avez fait au final. Il y en a beaucoup qui se le disent. Vous n'avez pas seulement discuté ensemble et évoqué cette possibilité, vous l'avez réalisé. Juste pour être sûr, est-ce que tu peux quand même nous pitcher je sais pas, l'équivalent d'un elevator pitch? Est-ce que tu peux en 1-2 minutes nous pitcher Prima? Alors, je vais essayer d'être le plus concise possible et je vais essayer de rendre les choses aussi très accessibles parce qu'on est vraiment une start-up deep tech et on s'adresse à vraiment un métier de spécialiste hautement technique. Je vais prendre un cas, d'ailleurs, c'est super, on est en octobre. Octobre, c'est Octobre Rose. C'est le mois des dépistages du cancer du sein. D'ailleurs, faites-vous dépister, c'est super important. Plus un cancer est pris en charge tôt, meilleures sont les chances de survie derrière. On arrive à traiter un cancer qu'on prend très tôt, 90% de chances de survie. Bref, parenthèse fermée. Donc, Octobre Rose, je prends ma mère, parfait, elle est exactement dans la cible. Ma mère va se faire dépister du cancer du sein. Elle a reçu son petit carton, donc elle va faire une petite mammographie.
Dans cette mammographie, on va détecter quelque chose de suspect, donc c'est une masse, ça s'appelle une tumeur. On ne sait pas si c'est une tumeur bénigne ou maligne, ça fait très peur tumeur, mais il peut y avoir des tumeurs qui sont tout à fait bénignes. Une tumeur, c'est une excroissance, c'est des cellules qui prolifèrent. Voilà. Donc, mais à ce stade, ma mère, donc du coup, qui a fait sa mammographie, elle a cette masse, mais elle ne sait pas si c'est malin ou si c'est bénin. C'est là qu'intervient la biopsie. Donc la biopsie, c'est une petite ponction qu'on va faire dans la tumeur et qu'on va regarder au microscope. C'est la spécialité dans laquelle Prima travaille aujourd'hui. Ce que font les médecins qui regardent cette biopsie, c'est que ils se mettent derrière leur microscope et ils vont regarder un certain nombre d'indications qu'on appelle des biomarqueurs. Ils vont regarder si c'est des grosses cellules, des petites cellules, si elles prolifèrent beaucoup, quelle est l'architecture, etc. Et en fonction de ça, ils vont pouvoir dire si c'est un cancer ou pas, si c'est malin, si c'est bénin. Ils vont pouvoir aussi dire le grade, ça c'est super important, et ils vont pouvoir après préconiser le traitement pour ma maman. Mais c'est eux, avec leur propre interprétation de tous ces paramètres, est-ce qu'ils se prolifèrent rapidement ou pas, mais sans forcément de notion chiffrée de vitesse Tout à fait. Alors, ils font pas, évidemment, donc le diagnostic après, le traitement qui est proposé, il est fait lors d'une consultation multidisciplinaire où interviennent derrière des médecins oncologues, la génétique, plein de personnes, en fait, qui prennent part à la décision du traitement. Mais elle est réalisée en grande partie sur l'examen macroscopique qui est fait de ces cellules. Et là, du coup, on voit qu'il y a un double enjeu, en fait. Il y a un enjeu d'aller vite pour réaliser ce diagnostic. Il faut aller vraiment le plus vite possible. Et il faut aussi le faire de façon extrêmement précise. C'est-à-dire que plus on a un diagnostic qui est accurate, meilleur derrière, on aura un traitement pour le patient. La problématique à laquelle on s'adresse derrière, c'est déjà... donc il y a de plus en plus de diagnostics de cancer. Donc ça, c'est dû à plusieurs facteurs. Il y a les campagnes de dépistage. Il y en a de plus en plus. Plus on fait de dépistage, forcément, plus on fait de dépistage, plus on a de travail pour les médecins napathes. Il y a notre mode de vie. Il y a le fait qu'on vive de plus en plus vieux. Donc tout ça, ça fait qu'il y a des dépistages qui augmentent chaque année. Et en parallèle, il y a un nombre de médecins qui stagne, voire qui décroît un petit peu. Alors, c'est pas que le cas en France, c'est le cas partout. Et surtout, il y a une autre composante qui est vraiment importante à prendre en compte, c'est que dans la pyramide des âges des médecins, et particulièrement des médecins napathes, il y a plus de la moitié des médecins qui ont plus de 55 ans. Donc, dans 10 ans, il y a la moitié de médecins en moins. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose très, très vite. Et puis, il y a un dernier facteur qui est super important aussi, c'est la révolution des thérapies. Alors, quand on dit qu'on arrive à soigner 90% des cancers du sein, quand on les prend vraiment dans des stades très précoces, c'est grâce aux nouvelles thérapies qu'on a réussi à trouver ces dernières années, et particulièrement ces 20 dernières années. Jusqu'à maintenant, on était sur un arsenal très classique, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Et là, on a réussi à trouver des nouvelles thérapies qui sont absolument géniales, qui sont les thérapies ciblées, en particulier grâce à la génomique, et l'immunothérapie. Ça, c'est les toutes nouvelles thérapies et ça donne des résultats absolument dingues. Sauf que pour réussir à adresser vraiment ces thérapies et les mettre en face des patients qui peuvent l'avoir, ça nécessite encore une fois un diagnostic ultra précis et notamment sur des nouveaux facteurs qu'on n'avait pas encore identifiés jusqu'à maintenant. Ce qui fait qu'en fait, le diagnostic se complexifie énormément. Et donc, pour revenir à Prima, c'est là que Prima intervient justement parce que il y a l'intelligence artificielle. Et quoi de mieux pour objectiver encore plus les résultats et pour donner vraiment une quantification précise que l'IA. L'IA, elle arrive à aujourd'hui, on la nourrit avec des millions d'images et en 10 minutes, l'IA apprend autant qu'un médecin apprendra dans toute sa carrière. Donc en fait, elle est capable de donner des facteurs très précis et très objectifs sur des quantifications qui auront derrière un impact fondamental pour le traitement derrière. Quand on hésite entre une immunothérapie, une chimiothérapie, quand on hésite sur des traitements néoadjuvants, etc., on sait qu'aujourd'hui dire, grâce à, encore une fois, un diagnostic très précis sur des marqueurs, quel traitement va avoir le plus de succès pour le patient. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Prima. On développe des outils à base d'IA pour aider les médecins à mieux objectiver leurs résultats. Eh ben écoute, c'était l'ascenseur de l'Empire State Building, c'est tout. C'était plus haut que les autres. Non, mais en tout cas, c'est bien de reboucler à la fin sur cette notion de finalement vous allez peut-être retirer aussi ce facteur. Tu l'as dit, il y a un volume plus conséquent de dépistage, donc forcément de diagnostic à faire, et potentiellement une décroissance
à venir du nombre de médecins disponibles pour effectuer ces diagnostics. Donc, on va enlever peut-être ce type de facteurs. Donc, il va falloir traiter beaucoup plus de dépistage pour en faire des diagnostics. Il va peut-être aussi falloir enlever tout simplement la pression qu'il y a sur les actuels médecins qui doivent effectuer des diagnostics et le temps alloué à diagnostiquer un dépistage. Donc finalement, on va enlever ce facteur de fatigue peut-être, de stress, de pression qu'il y a sur une certaine profession pour standardiser une collecte de données et puis ensuite l'analyser et la comparer, tu l'as dit, en faisant un petit peu de learning auprès d'un échantillon d'une centaine ou de milliers d'images pour derrière faire corroborer des choses et derrière qui permettent aussi un traitement beaucoup plus précis en fonction de ce qui a été détecté, je suppose, et puis même faire des tests finalement, ça va peut-être ouvrir la voie à faire plus de tests, puisque du coup plus de cas possibles, enfin j'en sais rien, je suis pas technique, mais en tout cas plus de profondeur dans les diagnostics et dans les résultats observés vont pouvoir amener plus de tests de traitement, et donc derrière trouver juste ce qu'il faut, la bonne dose, et du coup peut-être à terme aussi rendre un cancer, ou quand on entend tumeur, tu l'as très bien dit, on pense tout de suite à quelque chose de très négatif, très grave. Finalement, il y aura peut-être un niveau de gravité qui va pouvoir se graduer avec le temps parce qu'on sait que il y a différents traitements et une analyse beaucoup plus fine qu'avant. Ouais, alors j'aimerais rebondir sur énormément de sujets que tu as dit. Pour rebondir déjà sur la dernière chose, effectivement, aujourd'hui, donc, il n'y aura jamais de vaccin contre le cancer, sauf vraiment cas très très particulier de vaccins liés à des virus comme le HPV, mais les vaccins contre les cancers, ça n'existera jamais. Par contre, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est mieux vivre avec le cancer. Ouais. Et aujourd'hui, on essaie de prendre un petit peu les cancers comme des maladies chroniques. Le but du jeu aujourd'hui, c'est d'assurer donc des années de vie en meilleure santé grâce à tous les traitements, à tout l'arsenal thérapeutique qu'on a développé. Et aujourd'hui, on arrive non seulement à gagner en espérance de vie, mais aussi parfois à gagner en guérison. Donc, c'est vraiment des révolutions qu'on vit aujourd'hui. On vit vraiment un âge d'or de la lutte contre le cancer, et c'est incroyable d'être là aujourd'hui et de participer à ça. Encore une fois, Oui, cette lutte, c'est pas forcément une suppression, c'est un accompagnement pour vivre avec. Exactement. Exactement. Au mieux, quoi, en tout cas. Et voilà, le cancer comme maladie chronique. Ça, c'est un premier enjeu. Ensuite, tu parlais effectivement de ce qu'on allait décharger comme pression, etc. sur les médecins. C'est vrai que les médecins à Napat, aujourd'hui, ils ont un travail dingue à faire et des outils d'intelligence artificielle comme les nôtres, ça leur permet derrière d'aller se concentrer sur des cas sur lesquels ils ont vraiment une plus-value à ajouter. L'exception, une spécificité particulière, une anomalie. Voilà. Et nous, on les décharge vraiment d'une partie laborieuse de quantification. Je donne un exemple idiot. Par exemple, sur une lame, on doit compter des mitoses. Alors, pour ceux qui ont fait un petit peu de biologie, des mitoses, c'est une division cellulaire. Et ça donne un grade. En fait, plus il y a de division cellulaire, plus on peut se dire que la cellule est en train de proliférer. D'accord. Donc, voilà. Alors, le médecin, il doit regarder dans toute sa lame, trouver l'endroit où ça se divise le plus, zoomer dessus, essayer de définir un champ d'à peu près 1 mm ou 2 mm carrés, et ensuite compter dans ce champ combien il y a de cellules. Alors, ça peut être 15, 20, 30, etc. C'est extrêmement long et laborieux. Ça doit bouger, très certainement. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'une mitose? C'est toujours un lieu d'interprétation. Alors, ce qui est super bien, c'est que grâce à nos outils, on permet d'objectiver vraiment le résultat. Ce qu'on s'est rendu compte aussi dans nos études, c'est que les médecins n'avaient pas forcément la même interprétation de ce qu'était une mitose. Pour nous, ça a l'air très simple sur un schéma de biologie. C'est une cellule qui se divise en deux. Mais visuellement, sur une lame, il y a une épaisseur de coupe. Il y a des cellules qui sont prises par-dessus, d'autres qui sont un peu éclatées. Enfin, c'est toujours un petit peu difficile à obtenir ce consensus. Et les outils d'intelligence artificielle permettre ça, justement, d'avoir un consensus des meilleurs experts, en fait, et de reproduire ce consensus sur une lame. Et ça fait gagner 10, 15, 20 minutes par cas. Et ça, multiplié par le nombre de cas par jour, c'est énorme. Et peut-être même donner un indice, un index, une donnée de probabilité aussi. Ouais. Là où deux médecins seraient pas forcément d'accord, c'est soit oui, soit non. Là, c'est a priori, c'est oui à 75%. En tout cas, on est sûr
par rapport au modèle passé. Et il y a des seuils qui donnent un grade ou l'autre. Et à un moment où tu mets une ou deux mitoses en plus, ça va te faire basculer d'un seuil à l'autre. Et ça peut potentiellement faire basculer un traitement d'une voie à une autre. Et ça, du coup, c'est les outils d'intelligence qui permettent ça. Et puis peut-être la dernière chose aussi sur les outils d'IA, il y a aussi une perspective qui est vraiment dingue. Donc là, on a parlé de reproduction du diagnostic, qui est vraiment la base. Mais après, on va pouvoir se lancer sur de la médecine prédictive et pronostique. Et ça, c'est encore plus enthousiasmant. Mais il y a encore plus de données là, par contre. Exactement. Là, il va falloir élargir le champ. C'est toute l'étude de l'évolution, pouvoir prédire l'évolution d'une tumeur et derrière, du coup, pouvoir ajuster le traitement, notamment sur les chimiothérapies qui aujourd'hui n'ont pas forcément de sens sur tous les cancers. Et donc, du coup, pouvoir bien cibler les chimiothérapies pour pouvoir, en ayant justement des facteurs qui nous permettent de mieux comprendre l'évolution des maladies. Et puis après, le prédictif qui est aussi dingue, c'est la combinaison du traitement avec le profil du patient. Donc ça, c'est tous des domaines dans lesquels on est en train de travailler aujourd'hui avec Prima et avec d'autres startups et qui vont derrière permettre, encore une fois, une meilleure prise en charge du patient. Donc ça, c'est vraiment super enthousiasmant. Il faut vraiment se rendre compte qu'on est vraiment sur des sujets de pointe en médecine. Il y a très peu de startups, de boîtes qui font la même chose que nous. On a vraiment de la chance en France d'avoir un terreau ultra favorable avec des mathématiciens de génie, dont mon cousin Stéphane, et une médecine vraiment de pointe. Qui permet, la médecine française, elle est reconnue partout dans le monde. Et c'est vraiment, encore une fois, cette conjonction qui est vraiment ultra favorable aujourd'hui. On sent la passion et aussi la stimulation du champ des possibles qui s'ouvre à la médecine d'aujourd'hui. Juste pour recerner un petit peu sur Prima, est-ce que vous vous limitez à certains cancers que vous pouvez diagnostiquer? Est-ce qu'il y a une particularité ou est-ce que le champ est... Alors, on a envie de tout faire. Maintenant, en termes de roadmap, on est obligé évidemment de segmenter. En fait, on segmente par organe. Et plus le temps avance, plus on va vite, en fait, parce qu'on a déjà des outils qui marchent sur certains organes qui peuvent être répliqués sur d'autres. Pour donner une roadmap très claire, aujourd'hui, on a un outil doublement marqué sur le cancer du sein. On a un outil en cours de marquage sur le cancer de la peau. On est en train de démarrer le col utérin et on va en démarrer plein d'autres l'année prochaine. Ouais, donc il y a cette volonté vraiment de croître rapidement en tant qu'entreprise, mais également dans votre solution finalement et dans votre proposition de valeur. On a parlé d'IA à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu as vu changer entre le moment où vous vous êtes dit on lance la boîte parce qu'il y a ce croisement justement, ce momentum dont tu parlais, et aujourd'hui, entre-temps, il y a eu des outils comme ChatGPT, et je vais pas en énoncer toute une liste, mais sur tout ce qui est visuel, traitement du texte, traitement de l'audio, de la vidéo, de toutes ces choses. Qu'est-ce que tu as observé, toi, dans ce laps de temps? Est-ce que justement la démocratisation, en tout cas le fait de rendre accessible au grand public au travers du plus gros exemple ChatGPT, tu as observé quelque chose de différent, peut-être du coup plus de personnes qui s'y intéressent et donc du coup une recrudescence d'experts ou en tout cas d'experts en devenir sur ce sujet. Et quelles sont les évolutions que tu as observées, toi, de ton niveau? Alors, je vais répondre à ta question à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est, je trouve, entre le moment où on a démarré Prima, donc il y a 6 ans, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de médecins, et notamment des médecins napathes, qui se sont intéressés au domaine de l'IA et qui aujourd'hui travaillent avec des outils d'IA. Quand il y a 6 ans, on arrivait dans les salons, dans les congrès avec nos outils d'intelligence artificielle, on avait une énorme défiance des médecins qui pensaient qu'on allait prendre leur travail et que l'IA allait tout remplacer. Alors, c'est absolument pas le cas. Encore une fois, on est de l'aide au diagnostic. On fait des compagnons pour les médecins pour les aider à objectiver leurs résultats et les décharger sur certaines tâches qui sont vraiment rébarbatives. Mais encore une fois, le temps qu'on couvre l'ensemble de la spécialité anapathe et qu'on arrive à prendre en compte encore d'autres spécialités, c'est infini. Le médecin sera toujours au cœur de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on remarque aujourd'hui qu'il y a une certaine sensibilité des médecins à ces enjeux. Il y a aujourd'hui des congrès qui ne portent que sur ça, sur l'IA en anapathe, sur l'IA en médecine. Donc ça, c'est un certain signe aussi, un certain facteur. Il y a de plus en plus de départements de médecine qui ont des chercheurs en IA et inversement, il y a de plus en plus de médecins qui participent à des startups. Et donc, en fait, on a ce croisement où maintenant, la médecine parle aux mathématiques.
Ouais. Et ça, c'est ultra intéressant. Ne serait-ce que nous, en fait, nous, on ne travaille qu'avec des départements d'anapath, d'oncologie, etc., pour développer nos produits. On développe pas des produits comme ça en vase clos, en se disant, on a une super idée, puis après, on va leur apporter le truc. Tous les développements qu'on fait, on les fait avec des départements d'anapath, avec des médecins anapath. C'est eux qui dictent les spécificités, les fonctionnalités, l'UX. C'est eux qui dictent un petit peu tout ce qu'on... ça comme ça. Ça m'aidera le plus, en tout cas, d'avoir cette data à tel endroit, de telle manière. Donc ça c'est vraiment le premier niveau. Je trouve que vraiment, côté médecine, il y a une évangélisation, il y a une meilleure compréhension. Et bien sûr, il y a encore un long chemin à parcourir, mais c'est vraiment des domaines aujourd'hui qui se parlent, qui se croisent. Deuxième niveau, c'est au niveau du grand public. C'est pareil, il y a 5-10 ans, quand on parlait de l'IA en médecine, il y avait une levée de boucliers en disant, oh là là, Google va utiliser mes données pour faire je sais pas quoi. Aujourd'hui, vraiment, il y a toute une réglementation qui se met en place sur la protection des données. Mais aujourd'hui, je pense que le grand public commence à voir l'intérêt que peuvent avoir ces diagnostics à base d'IA pour ne serait-ce que, encore une fois, sauver des vies, permettre une meilleure guérison, une meilleure compréhension. Enfin, vraiment, on a une opportunité d'expliquer l'utilité et que l'IA ne sera que ce qu'on veut qu'elle soit. Exactement. Soit elle restera au statut d'aide pour pouvoir avoir un médecin ou une profession focus sur là où elle a le plus de valeur et pas sur l'agrégation de données et l'interprétation, mais plutôt très très focalisée sur les exceptions, les cas d'urgence peut-être, qui doivent aller peut-être plus vite ou qui vont avoir un process de traitement, un workflow différent que celui que nous dictera l'intelligence artificielle, parce qu'il y aura peut-être du coup un prélèvement qui doit être différent, ensuite un matériel différent utilisé, donc des paramètres qui vont faire que le workflow sera pas le même, et puis il y aura peut-être des cas qui doivent aller très très vite, et là ça restera peut-être le médecin en commande, je sais pas, mais en tout cas ça peut rester au statut d'aide. Aujourd'hui, les gens que vous targetez, c'est qui? C'est le médecin, c'est la personne qui fait le diagnostic, c'est des hôpitaux, c'est des laboratoires, c'est qui le client de Prima aujourd'hui? C'est les hôpitaux, les laboratoires et aussi les industries pharmaceutiques qui sont forcément intéressés, puisque ce qu'on fait, ça leur permet de mieux cibler les traitements et de mieux comprendre comment fonctionne leur traitement. Donc c'est ces 3 domaines d'activité qu'on embrasse aujourd'hui. D'accord, et donc du coup vous avez derrière, je suppose, une stratégie particulière pour communiquer avec eux. On parlait tout à l'heure du UX, d'expérience de l'outil, comment l'utiliser. Du coup, est-ce que ça crée différents produits, différentes solutions chez vous, ou c'est vraiment quelque chose de très global, où c'est un seul et même outil et qui est là pour aider toute cette industrie? Comment est-ce que vous avez segmenté? Oui, on essaie évidemment de faire un outil unique qui fonctionne pour tout le monde. Néanmoins, encore une fois, cet outil, et c'est vraiment ce qui fait la force de Prima, on le construit main dans la main avec les médecins ou avec les pharmas qui nous adressent des problématiques. Mais évidemment, on essaie de pas faire un outil intuitu personae, on essaie d'ouvrir un petit peu le champ des possibles. C'est pour ça qu'on a toujours 1, 2, 3 laboratoires qui travaillent en même temps avec nous sur un même outil, pour éviter de faire un outil pour un laboratoire une personne particulier. dédiée. Okay. Voilà. Très bien. Pour revenir un petit peu plus à toi, refaire un centrage sur toi, comment est-ce que tu vis cette expérience personnellement? Est-ce que tu as toujours su que tu allais créer une société, ou même si tu as travaillé dans le conseil et dans des structures peut-être un petit peu plus grandes que celle dans laquelle tu es aujourd'hui, est-ce que tu as toujours eu cette petite flamme ou cette petite chose au fond de toi qui disait un jour je créerai quelque chose, sans forcément savoir avec qui, mais est-ce que tu as toujours eu cette âme d'entreprendre au fond de toi? Oui, alors oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours eu envie de faire ça. Je saurais pas dire depuis quand, mais c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Moi, le syndrome de l'imposteur en créant Prima, je l'ai jamais eu. J'ai toujours eu l'impression d'être à ma place, de savoir mener les projets, de savoir discuter avec les gens, les investisseurs, les équipes, etc. Vraiment, je me sens encore aujourd'hui très à ma place. Et oui, depuis qu'on a créé Prima, moi j'ai vraiment le sentiment d'avoir une vie professionnelle extrêmement épanouie, avec des défis quotidiens. On pourrait parler du roller coaster. C'est quoi le plus gros défi ou challenge, ou le truc où tu t'es dit il y a moyen que ça bascule dans le positif comme dans le négatif, hein, vraiment le moment où... Non, alors dans les medtech, alors c'est une industrie particulière, hein. La medtech, on a énormément de risques, on a énormément de choses, de réglementation, de cadre légal qui doit être... La réglementation, par exemple. Mais déjà,
trouver un produit, le mener à terme, faire en sorte qu'il marche. Est-ce que l'algorithme va marcher ou pas? Une fois qu'il marche, toute la partie réglementaire, la partie certification. La partie réglementaire, vraiment, pour les industries comme les nôtres, elle est clé, elle est fondamentale. On doit obéir à des réglementations sur le système de qualité. Donc, il faut vraiment être très, très clair sur les processus qu'on met en place chez Prima. Il faut tout documenter. C'est un petit peu lourd. Il y a des directives niveau français, niveau européen, niveau mondial aussi. Et il y a aussi, après, le processus de marquage du produit. Une fois qu'on a un système de qualité qui est fait, qu'on a un produit qu'on veut mettre sur le marché, il y a des études cliniques à mettre, il y a des études de performance, il y a tout un dossier de marquage qui doit être soumis à des organismes qui vérifient que notre produit est conforme et qui ne va pas induire le médecin en erreur. Donc ça, c'est super clé aussi. Parce que les enjeux sont quand même... important, et donc c'est ce qui garantit aussi, tu le disais tout à l'heure, la qualité de notre médecine, le fait qu'on la reconnaisse au niveau mondial. C'est aussi avec des barrières à l'entrée aussi, pour éviter aux tout venants de venir avec une pseudo-solution miracle testée sur 3 personnes. Et c'est ce qui fait aussi que derrière, il y a aussi cette traçabilité pour pouvoir aussi, je suppose, dans le succès comme dans le non-succès d'un produit ou d'une solution, pouvoir revenir et analyser pourquoi est-ce que on est allé dans la bonne direction pour la répliquer, ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris la bonne direction et corriger le tir. Exactement. Mais voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, il s'est passé plusieurs années entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on a développé, etc. Et je pense que pour moi, le moment de soulagement, c'était le moment où on a vraiment vendu pour la première fois notre solution. Il s'est écoulé presque 5-6 ans entre le moment où on a eu l'idée, le moment où on a développé, le moment où on a marqué, le moment où on a mis sur le marché, le moment où on a marketé, le moment où le laboratoire a pris la solution, l'a installé, l'a testé, l'a utilisé. C'était le grand soulagement. Et finalement, tu l'as très bien dit, cette rapidité à pouvoir mettre un produit, un service sur le marché dépend de l'industrie, du secteur dans lequel on évolue. Et effectivement, les medtech, je pense que ça fait partie des industries, si on peut dire ça, où la mise sur le marché, finalement, elle est pas dans... Si on fait du full service digital web, en 24-48 heures, on est disponible, on a un site vitrine, on peut vendre. On est très très loin de la startup bootstrap c'est ça, qui commence dès le départ. Il y a forcément des levées de fonds a priori, ou alors... je pense que je suis pas sûr qu'il y ait des medtech autofinancés, ou alors qui sont peut-être à un statut encore embryonnaire, mais il y a cette ressource et cette capacité à investir en amont énormément de temps, ce qui fait que ça rend la mise sur le marché un peu plus en tension, quoi, finalement. Parce que, comme tu l'as dit, bootstrap, dans un secteur très digitalisé, on sait assez rapidement ce qui va, ce qui va pas, on peut corriger. Et puis nos coûts sont aussi un peu proportionnels au temps qu'on a mis à arriver sur le marché. Là, je suppose que l'investissement est tel que si ça ne fonctionne pas, le pivot se fait pas en une semaine ou deux, quand on a mis 2, 3, 4, 5 ans à développer un produit. Donc c'était ça le moment vraiment où vous avez vendu. Tout à fait. Et peut-être d'ailleurs, justement, pour parler chiffres, depuis le démarrage de Prima, ça fait 6 ans à peu près, on a dépensé un peu moins de 10 millions pour mettre sur le marché notre première solution. Alors, il n'y a pas que ça qui a été dépensé. Évidemment, on est en train d'en développer un certain nombre. Donc, il y a des embryons de solutions, des solutions qui sont presque à maturité maintenant. Mais il faut quand même se rendre compte que c'est un montant qui est assez énorme. Ce montant-là, heureusement, on est dans un terreau ultra favorable. Donc, merci la BPI, merci les aides d'État, merci les banques aussi qui nous font confiance, et merci aussi aux premiers investisseurs qui ont parié sur une entreprise qui était risquée. On avait une idée, on avait un proto qui était moyen, et pour autant, il y a des investisseurs aujourd'hui, il y a des BA, il y a des fonds qui sont spécialisés là-dedans, qui ont mis un ticket sur la tech, qui ont mis un ticket sur le momentum, qui ont mis un ticket sur l'équipe, et qui fait qu'aujourd'hui, on est là aujourd'hui. Mais c'est des levées de fonds qui sont, encore une fois, qui sont risquées, qui sont périlleuses, et sur lesquelles il n'y a pas énormément de financement spécialisé. Donc, il faut vraiment être très, très bon aussi dans la façon dont on présente l'idée, dans ton pitch. Oui, c'est sûr qu'il y a cet enjeu d'aller lever de l'argent, d'aller attirer aussi, parce que finalement, ceux qui prêtent de l'argent prennent un risque avec vous, le prennent avec vous. Il y a quand même au centre de tout ça la volonté de produire, de créer. Le podcast s'appelle Charbon, je te l'apprends pas. Qu'est-ce que c'est pour toi la notion de charbonner? Comment est-ce que tu définirais aller au charbon? Alors, le charbon, moi, ça me parle particulièrement parce que je suis des Hauts-de-France. Et en fait, quand j'entends charbon, je revois surtout mon mari devant sa télé avec le match de foot de Lens qui chante la chanson de Pierre Bachelet. Mais non, au-delà de la blague, pour moi, aller au charbon, c'est effectivement se retrousser les manches et aller travailler vraiment de façon très opérationnelle sur
sur plein de problématiques. Depuis 6 ans, mon travail au sein de la start-up n'a pas arrêté d'évoluer. Des choses que je faisais, que je fais plus, des choses que je vais faire demain, que je fais pas aujourd'hui. Et surtout, on n'en a pas encore parlé, mais donc moi, j'ai 3 enfants en bas âge que j'ai eu pendant que je montais la start-up. Mes 2 premiers, donc des jumeaux, juste au moment d'un audit. Je me rappelle, une semaine après avoir accouché des jumeaux, j'étais en audit réglementaire pour présenter le système de qualité justement à mon organisme notifié. Et le deuxième, ma deuxième grossesse s'est terminée juste au moment de la deuxième levée de fonds. Donc c'est pareil, je fais toute la levée de fonds. De toute façon, il n'y a jamais de bon moment, donc c'était vraiment parfait. J'ai accouché presque au moment où on a signé la term sheet, comme quoi c'était peut-être mais donc toujours tout ça pour en revenir au fait qu'aujourd'hui, maintenant, je fais très attention à la façon dont j'alloue mon temps. J'essaie vraiment de me focuser sur les tâches sur lesquelles je suis la plus indispensable possible et j'essaie d'être la plus efficace possible. Alors, c'est hyper tarte à la crème de le dire, mais entre le moment où j'avais pas d'enfant, où j'avais vraiment une grande amplitude de travail, où je pouvais faire des morning routines avec je sirote un café et je lis tranquillement 3 pages de livre. Franchement, moi, mes matinales ressemblent au sketch de Florence Foresti, où on court partout, on essaie d'être, de faire au mieux, en fait. Et du coup, les plages de temps, vraiment, où je suis au travail, je suis vraiment full focus travail, et je ne fais que les tâches, encore une fois, sur lesquelles j'ai une plus-value qui est indispensable. Mais finalement, ça aide, je pense, cette contrainte dont sûr. on a peur aide aussi à se dire, il y a beaucoup moins de temps disponible, et ça, c'est un fait. Exactement. Donc, il va falloir aller à l'essentiel, et puis tout ce qui n'est pas urgent, important, peut-être déléguer, ça aide aussi à revoir son allocation de son propre temps. Donc cette contrainte imposée aide aussi très certainement à structurer, même si des fois on aimerait bien pouvoir s'affranchir justement de certaines contraintes sur les horaires. Si tu avais justement un conseil sur les différents challenges, les différents... on a compris, c'est pas à toi qu'on allait apprendre comment charbonner, ni sur le plan perso, a priori, sur le plan pro. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, qui se dit, j'ai l'intention de créer une société, ce serait quoi ton unique conseil que tu lui donnerais ? Ouais, moi, si je devais donner un seul conseil, c'est cash is king. Vraiment, l'argent, c'est ce qui est le plus important. On a l'impression, parce qu'on crée une start-up medtech ou une start-up, je sais pas, écolo ou j'en sais rien dans les enjeux actuels, que on doit s'affranchir absolument de toute rentabilité économique. Aujourd'hui, on n'a plus l'âge d'or des start-up. On a des dévalorisations, on a des start-up au tapis, etc. Parce que c'est une des premières causes, je suppose, de faillite. La rentabilité, c'est vraiment la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'on fait de son argent? Où est-ce qu'on l'investit pour avoir le ROI le plus rapide possible? Pour prendre le moins de risques possible, c'est vraiment clé aujourd'hui. Et quand on fait des levées de fonds, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent, etc. C'est vraiment la chose la plus importante. Prendre l'argent quand on peut et le burner le plus précautionneusement, avec le plus de précautions possible. Vraiment, moi, si c'était à refaire, c'est vraiment ça la métrique que je suivrais aujourd'hui. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en essayant d'être rentable le plus rapidement possible, de mettre sur le marché le plus vite possible. C'est vraiment crucial donc aujourd'hui. Cash burn, c'est le gros warning. Et le maîtriser, écoute, je pense que c'est très clair, et puis je pense que c'est très vrai, parce qu'on a beau avoir la meilleure idée du siècle, si à la fin on paye pas les factures, finalement la société est tout simplement radiée. Donc en fait on n'a plus cette existence, et donc du coup on pourra pas faire toutes les bonnes intentions qu'on avait avec notre projet. Écoute Fanny, c'était très très clair. On clôture cet épisode sur la medtech, l'intelligence artificielle. Très intéressant. On a parlé cancer, mais finalement quand même un peu dans la bonne humeur. Je pense qu'on a beaucoup d'apprentissage dans l'optimisme. Merci pour tous tes conseils. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci. Je vous rappelle que cette 4e saison est en partenariat avec French Tech, Grand Paris et Est. Merci à eux de nous soutenir, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.